3 invités m'ont rejoint sur ce plateau. Franck Ovorka, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la RIX France et directeur innovation de la FPI France, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Très bien. Christine Lecomte, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Exactement. Et merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Et enfin, Cédric Borel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut français pour la performance du bâtiment. C'est ça. Absolument. Eh bien, nous allons débattre tous ensemble aujourd'hui des nouveaux matériaux de construction, enfin les matériaux biosourcés, uniques ou réelles solutions. Voilà, c'est le titre du débat. Quelques petits éléments pour lancer ce débat. Quand même, on se rend compte que les constructions en tant que telles n'est pas la principale source d'émissions de gaz à effet de serre, mais les ressources utilisées dans la construction doivent évoluer. Concrètement, on en est où, Christine Lecomte, sur ces matériaux biosourcés en Île-de-France ? Alors la question est vaste. Déjà peut-être faire un constat. Le constat, c'est qu'il va falloir diversifier les matériaux qu'on utilise. Pourquoi ? Parce que la ressource en sable s'épuise, parce que le ciment, on va dire, n'est plus la bonne solution. Et parce qu'on a besoin justement d'aller au plus près des constructions, chercher les matériaux, ce que nous on appelle l'architecture de circuit court. Ça veut dire que ça peut être des biosourcés, comme ça peut être des géosourcés, comme ça peut être des approvisionnements en pierre, en briques, etc. Et c'est pour ça ce que nous on recherche, c'est la proximité des matériaux et aussi le fait qu'ils soient effectivement capteurs de carbone. Donc en Île-de-France, aujourd'hui, on a créé un comité de liaison des matériaux biosourcés avec la Chambre d'agriculture pour développer certains matériaux de construction type chanvre, bois et paille, et en fait que les filières montent toutes ensemble en compétences pour apporter à la fois l'approvisionnement et quand on conçoit, qu'on ait les matériaux qui puissent être tout de suite disponibles pour les constructions. C'est important pour ceux qui nous regardent, notamment sur un défi, quand on parle de matériaux biosourcés, on parle donc de paille, de bois, de sable, c'est ça ? Ah non, pas de sable. Hein. Pas de sable. Non, mais je pas sais du pas, tout. je vous demande parce que... Non, voilà. On parle de matériaux en fait qui viennent effectivement des plantes notamment et qui viennent du végétal. Donc effectivement le chanvre, le lin, la paille, le bois, ça dépend de l'endroit où vous vous situez sur Terre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait c'est une architecture et ce sont des matériaux qui viennent en fait puiser le bon sens constructif dans des éléments qui proviennent de la nature et qui sont souvent très utile pour ne pas être transformé trop. Par exemple, le chanvre, on fait la chènevotte et après on peut faire multiples choses avec, et notamment même du béton de chanvre préfabriqué. La paille, on peut faire des murs porteurs en paille, et etc. etc. Voilà. Cédric Borel. Oui, en fait, l'annonce des ministres... Pardon. Non, allez-y, je vous en prie. L'annonce des ministres la semaine dernière, on a un grand virage qui se fait et en fait ça déclenche, ça prolonge, ça accélère en fait une histoire industrielle. Mais une histoire industrielle dans laquelle il y a effectivement des filières qui vont monter et de l'autre côté, on a les matériaux traditionnels qui vont s'hybrider, qui vont innover, qui vont aussi s'adapter. Enfin, c'est vraiment à la conjonction des deux qu'on va trouver la solution de notre neutralité carbone. Voilà. D'accord. Franck Ovorka, sur tout ce qui est dit. Oui, je vous rejoins complètement. Si vous voulez, l'enjeu pour la filière, c'est justement de créer une visibilité sur la trajectoire de long terme pour permettre de créer ces nouvelles filières. Parce que, comme l'a dit Christine, tous ces matériaux sont utilisables dans certains territoires, dans certaines conditions, mais nécessitent des mises en œuvre différentes. Et pour paraphraser un président d'une fédération, on ne transformera pas en un claquement de doigts 180 000 maçons en charpentiers. Donc il faut les accompagner, il faut accompagner cette filière et il faut sourcer l'industrie aussi sur place. Parce que l'enjeu aussi de tous ces matériaux, c'est une mise en œuvre qui va nous pousser, je pense, de plus en plus vers une approche de préfabrication. Je pense notamment au bois. Et donc ça implique de créer des usines de préfabrication, d'avoir d'investissements lourds dans la filière. Ça implique une évolution de nos métiers sur la commande, sur l'environnement juridique et assurantiel. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Et c'est pour ça que notre souhait auprès du gouvernement, c'était de vraiment travailler sur une vision de filière et une vision d'objectifs à moyen long terme. Et pas forcément de fixer des objectifs très performants aujourd'hui. Il y a des labels qui font ça très bien pour ceux qui veulent aller très vite, très loin, tout de suite. Mais on a un enjeu d'accompagner toute une filière de construction sur les logements comme sur le tertiaire. Franck Ovorka, je l'ai dit, vous êtes entre autres directeur innovation de la FPI France. On sait construire avec ces matériaux ? Heureusement, oui. Et heureusement. Et on a des adhérents dont c'est d'ailleurs le métier à 100%. Si vous voulez, l'enjeu, encore une fois, c'est que construire comme ces
de cette manière-là, c'est une autre approche. Très simplement, si vous prenez des exemples sur la construction de bois, il y a des pathologies que vous n'avez pas avec le béton. Typiquement, je prends un exemple. Vous avez une fuite dans votre logement, une fuite goutte à goutte sur un lavabo dans votre logement réalisé en béton ou en ciment. Cette fuite, elle n'aura pas vraiment d'impact. Si c'est sur un bâtiment en bois, à la longue, elle peut générer des moisissures et des pourrissements. C'est pas du coup, vous devez traiter différemment les zones humides dans votre bâtiment en bois. Donc le bois n'aime pas la proximité de l'eau. Donc il faut en tenir compte, il faut le savoir. Dito sur tout ce qui va être zone de circulation verticale pour la protection au feu et le maintien de la stabilité au feu dans ces zones d'évacuation, par exemple, c'est pas les mêmes traitements. D'accord. Les toitures, il faut éviter au maximum dans les bâtiments en bois des toitures plates qui renvoient l'eau vers le centre. Encore une fois, je l'ai dit, le bois n'aime pas l'eau. Vous avez aussi des sujets d'acoustique qui sont différents et qui impliquent des technologies qui ne sont pas les mêmes que lorsque vous faites de la construction en béton. Donc tout ça, on sait faire, mais encore une fois, il faut passer d'une minorité de construction à un plus grand pourcentage de constructeurs dans cette filière, et ça implique des compétences. Mais ça marche très très bien. Christine parlait de la paille. La maison Caillebotte vient de fêter ses 100 ans, et c'est la plus ancienne maison française ou même peut-être européenne tout en paille. Oui, en fait, il ne faut pas voir ça comme des nouveaux matériaux. En fait, ce sont des matériaux ancestraux. C'est ce que je voulais aller, oui, c'est pas nouveau. Mais que ce sont des filières différentes. Voilà, maintenant, on essaye d'innover avec et de faire autre chose. C'est-à-dire que quand même, la France, sur le chanvre, on est quand même champion du monde de la technologie. C'est-à-dire que là, on a des pensées et de la technologie à exporter, tout en gardant le matériau en proximité. Et ça, c'est l'avenir. C'est-à-dire de se servir de ce qui est la matière grise pour l'exporter et de garder ce qui est la matière première sur place. Donc là, on est tout bénef niveau carbone. Ce qui est hyper important, c'est qu'effectivement, on monte tous en compétences en même temps et que cette culture commune se crée. Parce qu'effectivement, quand un architecte se forme sur le chanvre et qui n'a pas d'entreprise à proximité ou alors de clients, et même si ce n'est pas le promoteur, ça peut être le maire qui refuse au promoteur. Voilà. C'est toute une chaîne qui doit en même temps porter les choses sans pour autant être l'ayatollah d'une seule réponse. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire c'est la bonne réponse au bon endroit. Et ça demande effectivement des études qui sont souvent plus complexes, un petit peu plus longues, mais qui, à terme, sont nettement plus bénéfiques pour le bâtiment et aussi pour la santé des habitants, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est quand même des matériaux qui sont extrêmement sains, en plus de capter le carbone. Si on prend, par exemple, là, on parle de biosourcé, mais prenons la terre qui est géosourcée. La terre, ça permet d'avoir un déphasage en termes de canicule qui permet justement de retenir la chaleur, et c'est une super opportunité en termes de gestion justement du réchauffement climatique. Alors, on va parler de tout ce qui est technique. Après, on en a beaucoup parlé, mais à quel coût tout ça aussi? Je suis désolé, moi je me place dans la position un peu de l'homme lambda qui vous demande ces choses-là. Ça a un prix, ça a un coût. Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que c'est moins cher? Aujourd'hui, c'est plus cher parce que c'est moins diffusé. Et comme le dit Christine, y a des compétences différentes. Donc forcément, c'est plus cher aujourd'hui, mais il y a des effets de seuil à avoir, et c'est tout l'enjeu que nous avons. C'est avec les collectivités locales, avec les décideurs, dans le cadre des plans d'urbanisme, dans le cadre des réglementations, avec nos collègues de l'assurance, c'est de bien gérer toutes ces pathologies potentielles, les éviter, pour que le coût baisse. Mais il est clair qu'aujourd'hui, je vais être très clair, construire en terre crue, par exemple, aujourd'hui, avec des briques de terre crue ou des cloisons en terre crue, c'est le matériau revient 50 à 100% plus cher que les briques classiques ou de la matière classique. Si on construit de la manière dont on construit aujourd'hui, c'est la solution de facilité. Ce qu'on est tous en train de dire là, tous les trois, c'est qu'on passe d'une solution de facilité où un matériau sert à tout, à une vision plus complexe du monde où on doit s'adapter et être plus pertinent, plus efficient par rapport à des matériaux dans des territoires, à des efficacités carbone et aux compétences des gens qui vont les mettre en œuvre. C'est donc plus compliqué. Donc c'est plus cher au départ. Mais comme le dit Christine, je suis convaincu que c'est ces filières d'avenir-là et que si on fait cet effort, demain, on sera dans des coûts de construction avec des effets de seuil qui nous ramèneront à des coûts moins élevés même qu'aujourd'hui.
J'ai une petite... Vas-y. Non, la première chose, c'est le coût global. C'est-à-dire qu'avant, on pensait en coût à court terme. Maintenant, il faut penser en coût global. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met de la terre crue dans un bâtiment, on peut aussi réfléchir à ce que ça nous apporte en termes de gestion, exploitation du bâtiment ensuite sur le long terme. Donc ça, c'est hyper important. La deuxième chose, c'est aussi de se dire qu'il faut profiter du plan de relance. Il faut profiter des occasions comme ça pour justement avoir un double effet. C'est-à-dire quand on donne des aides pour un plan de relance en disant on va réhabiliter, rénover, retaper des maisons, des immeubles, et qu'on ne dit pas derrière, il y a une éco-conditionnalité des matériaux qu'on va prendre, c'est-à-dire qu'on prend des matériaux français, produits en France ou en Europe, qui sont en proximité, et on ne va pas aller finalement donner l'argent du plan de relance ailleurs. On va le donner dans notre économie pour que cette économie puisse se relever, créer les filières, etc., et proposer des coûts de revient. Et c'est là où c'est là maintenant où on peut le faire. C'est avec ce type d'événement. Franck Avorka, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir. Enfin, je vais lancer une question à ma voisine en même temps. Je lance une question à ma voisine, en fait. On a créé une école de la prescription bas carbone, de la conception prescription bas carbone, parce que c'est pas tout que l'État nous donne une règle mathématique en disant voilà, le carbone va passer dans un étau qui va être celui-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il faut une vraie histoire industrielle et une histoire qui passe par l'ensemble de la chaîne d'acteurs de l'immobilier. Donc ça, c'est une histoire passionnante, en fait, pour les 10 ans qui viennent et davantage. Et donc, on a créé, en fait, un hub des prescripteurs bas carbone, qui est une école de la maîtrise d'ouvrage bas carbone. Dans lequel on essaye de tous se mettre d'accord, il y a des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'ouvrage, sur comment fait-on. Et on a rendu public cette semaine un brief sur la contribution du matériau béton, quel était le futur possible du béton s'inscrivant dans cette histoire-là. Et on voit bien qu'il ne disparaît pas. Hein. Il va s'hybrider, il y a des bétons en rupture qui commencent à atteindre des niveaux de bas carbone important. Si on se présente, en moyenne, on est à 210 kg de CO2 par mètre cube, et en 2030, idéalement, on devrait être à 136. Voilà. Il y a déjà quelques matériaux en développement et en rupture qui arrivent à ces niveaux-là. Il n'y a pas encore les volumes suffisants. Mais surtout, le plus important, c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités d'optimisation opérationnelle sur le chantier en conception en mettant moins. C'est-à-dire qu'on refait en fait quasiment le geste qu'on a fait pour l'énergie. C'est de dire sobriété, d'abord, sobriété matérielle, et ensuite efficacité du matériau en lui-même. Donc ma question pour ma voisine, c'est, moi j'avais été très interpellé par la réflexion de la présidente de l'Union européenne qui convoquait un nouveau Bauhaus, elle avait utilisé le mot pour la construction. Donc est-ce qu'on peut imaginer que les architectes et la profession se saisissant du bas carbone, on ait une rupture dans le geste, dans la forme finale, finalement, que ça évolue énormément et que, mettons, dans 10-15 ans, on reconnaisse des bâtiments très bas carbone en différence avec la production des années passées? C'est une très bonne question parce qu'en fait, c'est aussi la question que moi, je pense qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, les archis, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un étau normatif lié au béton, notamment, qui date de 40 ans, qui fait que tout ce qu'on essaye de faire avec les nouveaux matériaux passe par les mêmes normes que des normes qui ont été construites autour de matériaux, on va dire, traditionnels. Et donc, pour moi, la question, c'est quand on va réussir à travailler à la fois sur ce desserrement de l'étau normatif, en trouvant d'autres possibilités, et en se disant qu'on va peut-être moins construire du neuf, mais plus hybrider des bâtiments existants, et donc de servir peut-être des squelettes en béton, etc., etc. On aura effectivement peut-être même une façon d'appréhender le programme des bâtiments qui va aussi changer la perception de nos usages et de nos espaces. C'est-à-dire qu'on va partir de l'existant pour travailler les usages, plutôt que de travailler les usages. Pour le conserver. Voilà, exactement. Ça. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que du coup, on aura des lieux qui appartiennent déjà à des espaces, et donc c'est à partir de ces lieux-là qu'on va fabriquer des programmes. Donc c'est là où ça peut être vraiment fort, et les matériaux biosourcés, bien sûr, ils ne se mettent pas du tout en œuvre pour obtenir leur capacité maximum. C'est la même chose finalement que le béton, on va dire fin 19, début 20e, et c'est la même chose que l'acier avant, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on le dit à nos étudiants aujourd'hui en architecture. On leur dit aujourd'hui, vous êtes au climax des choses, et vous devez penser l'architecture de demain avec tous ces éléments, la réparation, les nouveaux matériaux, les problèmes sociétaux, les ressources, le low-tech, etc., dans une question de bon sens. Donc forcément, à mon sens, si on va dans cette direction-là, qui est en fait finalement le bon sens pour s'en sortir du réchauffement climatique, etc., on va avoir des nouvelles architectures qui vont construire et qui vont se créer, et ça peut être génial. Donc c'est un moment qu'il ne faut pas louper.
Parce que, On va s'éclater en fait. en complément de ce que tu dis, le béton, c'est un matériau génial. Formidable. C'est une formidable, invention ouais. extraordinaire. On peut faire des choses magnifiques et extraordinaires, des ouvrages d'art, des portées, qu'on ne fera pas avec des biosourcés. Donc encore une fois, qu'on soit bien clair sur le débat aujourd'hui, on ne met pas dehors le béton, au contraire. Et je rejoins sur ce que tu dis, Cédric, c'est que tout l'intérêt du béton, c'est de l'utiliser à bon escient. C'est d'utiliser ce matériau génial quand on en a besoin, dans une durée de vie du potentiel de l'ouvrage qui correspond. Et je vais regarder un peu, je regardais un peu avant de venir ce qui se passait en construction logistique. C'est assez intéressant parce que les entrepôts logistiques ont une durée de vie faible. Parce que les standards évoluent très vite. Et beaucoup de logisticiens ont abandonné le béton pour passer au bois et à l'acier. Tout simplement parce que ça se construit plus vite et ça se déconstruit plus facilement et ça se recycle plus facilement. Vous voyez, donc il y a une logique de marché aussi. C'est-à-dire que très clairement, on voit bien, et je crois que ça, c'est le mot-clé pour les maîtres d'œuvre et les maîtres d'ouvrage, c'est une vision plus large de l'ouvrage. C'est quelle est la durée de vie potentielle, quel est le coût d'usage, effectivement. Alors tu l'as dit, Christine, on pourrait aller vers le coût global. J'en suis convaincu, moi, grâce à l'analyse de cycle de vie que nous impose le calcul carbone aujourd'hui, que va nous imposer le calcul carbone dans la réglementation. Mais au-delà du carbone, on est maintenant capable de savoir quel est le coût chaque année d'utilisation de l'immeuble. Ce que l'on voulait faire avec le coût global. Donc peut-être que demain, vous n'achèterez plus votre appartement X milliers d'euros du mètre carré, mais vous l'achèterez des dizaines de milliers d'euros du mètre carré pour une durée de vie de 50 ans. Parce que du coup, vous ne regarderez plus seulement le prix d'achat tout de suite, mais combien il me coûte finalement. De la même manière qu'on l'a dans les véhicules, vous avez ce qu'on appelle le coût global de possession d'un véhicule, qui sert de référence pour énormément de gestionnaires de flotte et pour les particuliers qui veulent savoir combien comparer un véhicule en fait avec son coût global, son assurance, etc. C'est-à-dire le risque que ça tombe en panne, l'entretien. Même chose pour les appartements. On peut l'imaginer. Donc, je pense qu'on est, comme le disait Christine, pour tout le monde, c'est l'ouverture d'un champ de travail qui devrait passionner normalement les jeunes. Et un de nos enjeux là, et c'est un vieux qui vous le dit, c'est de faire venir les jeunes sur ce métier extraordinaire, passionnant, et où tout est à inventer. C'est un vrai virage qu'on est en train de prendre. Et justement, depuis 3 jours, nous, on parle de la construction aussi du territoire sur ce plateau. Et on a eu des hommes politiques, des femmes politiques qui sont venus, des professionnels, et qui nous disent aussi il faut qu'il y ait un travail d'équipe, que les élus soient à nos côtés, qui nous aident à pousser dans ce sens-là. Est-ce que c'est aussi valable pour ce dont on parle depuis tout à l'heure? Est-ce qu'il faut être accompagné? On parle de normes aussi. Est-ce qu'il faut qu'on soit accompagné, que vous soyez accompagné par ce pouvoir politique ou pas? C'est ultra nécessaire. On parle par exemple de la filière bois. La filière bois, elle a besoin d'être structurée. Bon, en France, on a la matière première, sauf qu'on n'a pas assez d'usines de transformation sur le territoire. Et en Ile-de-France, c'est typiquement le cas. C'est-à-dire qu'en proximité, on n'a pas assez. Alors après, on sait faire, mais pour l'instant, on est pionnier. C'est-à-dire les architectes qui travaillent sur ça sont pionniers, les promoteurs qui travaillent sur ça sont pionniers, les entreprises qui travaillent sur ça sont pionniers. À un moment donné, il faut passer à l'étape suivante. C'est-à-dire que c'est maintenant la transformation. Et la transformation, ça veut dire qu'effectivement, les pouvoirs publics doivent avoir confiance dans ces pionniers pour aller vers ces techniques, vers ces technologies. En plus, on a le numérique qui peut nous aider pour énormément de choses, c'est-à-dire qu'on n'est plus à l'âge de pierre, justement. Donc, c'est trouver les bons outils aux bons endroits. C'est vraiment une question de bon sens. Et là, typiquement, il y a des leviers, c'est clair. Sur les biosourcés, par exemple, il nous manque une cartographie globale de la France avec tous les matériaux locaux de proximité, mis à jour et en open source, qui permettent à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'ils trouvent à proximité, le plus simple, hop, et on sait. Le gisement de tant de choses, etc. C'est facile, c'est simple, c'est juste de bon sens. Alors, en ce moment, il y en a qui le font, mais avec leurs petites mains dans un coin, sans aide, etc. C'est pas normal. Il faut avoir un travail d'équipe collectif pour pouvoir référencer tout ça. Cédric Borel. Non, mais le politique est essentiel, parce que dans une ville, c'est le prescripteur ultime. Qui par la cession des lots, qui par le cahier des charges sur sa maîtrise d'ouvrage public. Donc l'impulsion, la compréhension et l'impulsion. Et bien sûr, ensuite, il peut se relayer, il peut avoir des connexions à l'industrie locale. Mais comme prescripteur premier, en fait, de l'immobilier de la ville, il doit absolument comprendre ces enjeux et tenter de les assister, de les aider. C'est essentiel. Ouais, je mettrai un bémol, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se reposer non plus et sur l'État. C'est-à-dire que notre rôle aussi,
avec les industriels. Et c'est peut-être là, je parlais en aparté tout à l'heure de pluridisciplinarité, c'est notre boulot, c'est peut-être aussi d'être capable de faire comprendre, de sortir de nos spécialités et de faire comprendre à des élus, à des citoyens, l'intérêt global de solutions plus complexes. C'est-à-dire qu'il y a on parle beaucoup d'investissement à impact. On est typiquement dans ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des investisseurs qui nous disent est-ce que je pourrais regarder mon investissement immobilier avec aussi l'impact territorial que ça représente en termes d'architecture, évidemment. Parce que le premier impact, c'est l'œuvre architecturale que tout le monde voit dans une ville. Mais ensuite, c'est l'impact sur les relations avec les industries locales qui l'a construite. Vous regardez l'immeuble dont on est là, c'est un immeuble à impact. C'est-à-dire que la carrière, elle est à 200 mètres dans le sous-sol. Et elle a été... là, on parle de matériaux de proximité. Il n'y a pas plus proche. C'est sous... le matériau qui a servi à construire l'immeuble, il était extrait du sous-sol juste à proximité. Donc, comme le dit Christine, on a des solutions comme celle-là. N'abandonnons pas des matériaux qui ont fait leurs preuves, comme le béton, l'acier, parce qu'ils auront toujours leur place, comme je vous le disais, et c'est des matériaux extraordinaires. Mais je suis absolument certain qu'en acceptant la complexité et de se reposer des questions, comme tu le disais, Cédric, c'est-à-dire de ne pas faire la facilité de « je fais comme d'habitude », et en se reposant des questions sur quelles sont les sources de matériaux disponibles, de façons de faire disponibles, eh bien, on peut recréer des filières qui seront peut-être demain nos filières d'exportation. Tu prends l'exemple du bois, Christine. Le bois, d'où il vient aujourd'hui de construction, de préfa? Il vient pas trop. Il vient pas de France. Il vient. Il peut, mais c'est plus difficile. Il pourrait, mais le bois qui nous sert aujourd'hui à construire, disons les choses, il vient d'Autriche, de Pologne et de Finlande. Et d'Europe du Nord, oui. On est d'accord? Donc, voilà, quelle est la filière de demain sur laquelle la France doit travailler pour être demain exportateur à nouveau, plutôt qu'importateur de solutions? On n'aura jamais de problème d'approvisionnement, par exemple, dans notre pays? C'est-à-dire ramener ces matériaux, il n'y aura jamais de problème si on doit les chercher qu'à l'étranger? Il faut construire avec ce qu'on a à côté. Donc si c'est pas le bois, c'est la terre. Si c'est pas la terre, c'est la paille et le bois. Si c'est pas le bois, c'est le béton. C'est en pierre. Si vous êtes à Lisieux, c'est la briqueterie du coin. Voilà, c'est ça. C'est juste qu'on n'est pas dans un espèce de dévoiement des principes. Et c'est plutôt la proximité. Ensuite, on va quand même beaucoup réparer. Et ça, c'est une autre question. Je sais que c'est pas forcément le lieu du débat, mais ça veut dire qu'on va quand même partir aussi de ce qui existe déjà. Et on va aussi réemployer. Donc cette économie circulaire-là, elle a besoin d'un cadre qui n'existe pas. Des lieux de stockage, un système assurantiel. Et puis, on a aussi besoin de former nos bureaux de contrôle à tout ça. Parce que là, pour l'instant, même que ce soit pour les architectes ou que ce soit pour les promoteurs, en fait, tous les bureaux d'études ou de contrôle qui sont derrière et qui vont garantir... Il y a un manque global de formation ou alors peut-être de diffusion qu'il faut s'y mettre. En tout cas, il faut qu'on arrive à les entraîner dans le mouvement pour ne pas en avoir que 3 ou 4 en France. Et c'est là que le plan de relance, comme tu le disais, a tout son enjeu. C'est que nous avons des filières bois en France. Il y a des gens qui fabriquent des produits préfabriqués, des charpentes qui sont absolument extraordinaires. Aidons-les à se développer plutôt que de faire de l'import. Moi, ce qui me ferait vraiment très mal, c'est qu'on a tué la filière photovoltaïque des fabricants photovoltaïques il y a 20 ans par des décisions malheureuses politiques et commerciales. Ne faisons pas la même chose avec le bois. Faisons en sorte que, au contraire, on développe notre propre filière. Comment la développer, cette propre filière, par exemple ? Je ne vais pas vous faire là le résumé de 20 ans de rapports de la Cour des comptes et parlementaires sur le sujet. Ce n'est pas le lieu du débat, mais on a les réponses. Oui. Et on en parlait tout à l'heure au pouvoir politique. Vous en parlez avec le pouvoir politique ? Mais évidemment, c'est eux qui sont même à l'origine de cela. Mais c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une mise en œuvre simultanée et coordonnée de plusieurs forces. De forces économiques, d'entreprises, d'aider les entreprises, d'un environnement réglementaire et du pouvoir politique. Donc, si vous avez que le pouvoir politique, ça ne marche pas. Donc, c'est ça. Je crois que c'est la clé de nos réflexions. C'est la mise en branle coordonnée et simultanée qui permet l'émergence d'une nouvelle filière. Si c'est juste un bout, j'ai beaucoup travaillé sur la brique de terre crue avec l'équipe à Sevran. S'il n'y a que eux qui font leur usine et que derrière, il n'y a pas tout un environnement d'approvisionnement de terre, de traitement, de sortie, ça sera juste un morceau, enfin un levier qui aura été poussé
et on n'aura pas le résultat. Et les architectes se forment dans le cadre de cette affaire. Sur Cycleterre, on est très, très, très attentif à ça. Après, par exemple, nous, ce comité de liaison des matériaux biosourcés franciliens qu'on a, c'est pas commun d'être acteur avec la Chambre d'agriculture, les architectes et les agriculteurs ensemble pour développer des choses. Mais c'est parce que c'est tout simple. Je veux dire, c'est eux qui ont la ressource. C'est eux qui ont la ressource. Donc on a besoin d'être en proximité avec eux pour leur dire, écoutez, si vous cultivez ça, nous derrière, on sera là pour prescrire. Et on essaiera justement de développer ensemble, de montrer ensemble au pouvoir public qu'on est prêt. 35 000 tonnes de chanvre sont produits en France. C'est bien plus que pour tout le village olympique. Donc on avait besoin de ça. On ne l'a pas fait. Il y aura un bâtiment démonstrateur au final, ce que je trouve limite dommage, vraiment, puisque ce n'est même pas dans le cahier des charges des JO. Mais voilà. On est là-dedans, c'est-à-dire qu'on a déjà la matière, et ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'on aille en dessous, c'est-à-dire qu'il y ait eu cet élan, et qu'en fait, on ne prenne pas en compte que cet élan, il faut maintenant qu'il soit porté par les pouvoirs publics, porté dans le cadre des réhabilitations publiques, porté dans les marchés privés, mais ça, il faut aussi que l'État aide, parce qu'effectivement, il faut des formations. Le plan de relance, il y a de l'argent dans la formation. Pour moi, il faut des modules qui permettent à tous d'avoir une culture commune sur ces sujets-là. Et puis, je vais prendre un exemple très concret. Qui dit innovation dit a priori prise de risque. Et je me souviens de prises de risque qui avaient été faites avec nos amis de l'assurance. Et l'État avait mis en place un fonds de garantie spécial, simplement en disant, bon, s'il y a un problème, au moins, il y a un fonds de garantie qui est prévu. Et du coup, sur un certain nombre d'innovations, ce fonds de garantie n'a jamais été utilisé et a permis de faire autre chose. Donc, on voit bien qu'il y a un travail là de l'État qui est aussi de savoir où sont les verrous. Un des verrous, c'est si je veux construire avec du béton de chanvre, par exemple, on sait qu'il y a des pathologies spécifiques, que peut-être que les premiers ouvrages, il y aura une pathologie plus importante ou des défauts plus importants que ensuite. Mais donc, comment on se garantit de cela? Est-ce qu'un fonds de garantie, du coup, peut faire l'affaire? C'est pas les assureurs tout seuls qui vont accepter de prendre le risque, sauf augmenter les primes. Et donc, du coup, ça rend l'opération irréalisable. Vous voyez, il y a des petits leviers comme ça qui permettent de résoudre à la fois des difficultés très techniques et surtout des difficultés, je dirais, intellectuelles d'appréciation du risque. Pour terminer, une dernière question. On était en direct, on l'a dit, sur un défi aussi où beaucoup de jeunes nous regardent. Vous parliez de la jeunesse tout à l'heure, les uns les autres, en disant qu'il faut qu'elle s'empare de ce sujet. Comment ? C'est-à-dire globalement, ils le savent déjà. Ils sont tous férus d'écologie. Ils sont dans le numérique. Ils n'ont pas la même culture que nous ou moi, qui est 20 ans de plus qu'eux. Donc la question, c'est maintenant comment on les aide. Parce qu'en fait, dans le bâtiment, il va y avoir la question des savoir-faire, c'est-à-dire que nos ouvriers vont être plus outillés, ça va être valorisé. Donc ça, c'est extrêmement bien. Les architectes, il va y avoir un quart de tour à produire sur la manière dont on construit, c'est évident. Les promoteurs, ça va être pareil. Il va y avoir un petit quart de tour aussi, et ainsi de suite. Donc c'est aussi pouvoir les entraîner dans ce quart de tour pour que ce soit eux qui fabriquent. Moi, j'ai une grande confiance parce qu'on se rend compte que c'est eux qui nous aident à changer. Donc aujourd'hui, même quand vous enseignez, vous vous rendez compte qu'ils vous enseignent autant que vous leur enseignez. Donc en fait, globalement, on a beaucoup à apprendre de cette jeunesse, notamment en question de bon sens. Nous, ce qu'on peut leur apprendre, c'est justement une question de travail en collectif, de savoir se retrouver et de peut-être apprendre de nos erreurs pour en fait se retrouver dans cette fabrication de la culture commune. Moi, pour les jeunes, je trouve ça génial parce que j'aurais 20 ans aujourd'hui avec la connaissance que j'ai. Je me jetterais dans cette industrie. Pourquoi ? C'est une industrie où il y a des effets de productivité à atteindre qui sont gigantesques. C'est une industrie où on arrive à une nouvelle ère. Il faut tout inventer. C'est comme l'industrie de l'automobile dans les années 50. Donc, si vous voulez, s'il y a bien un lieu où vous pouvez vraiment vous amuser, déployer vos compétences, faire des choses nouvelles et avoir un impact immédiat, visible sur le territoire, la vie de vos concitoyens, votre propre vie, votre responsabilité sociétale, c'est là qu'il faut venir. Parce qu'il y a tout est à faire. Et encore une fois, l'enjeu, là, on est en pleine période de convergence de plusieurs technologies. On parlait du digital avec Christine. Mais c'est évident, là, tous les gens qui n'ont aucune compétence, je dirais peut-être au départ immobilière ou constructive, s'ils ont une compétence digitale, ils trouveront leur place dans nos métiers parce qu'il y a besoin de travailler sur ces visions de cycle de vie, d'analyse statistique, tout ce que nous, on n'a pas appris il y a 20 ans. Donc ils trouveront leur place, ils pourront vraiment s'éclater là-dedans et inventer de nouvelles filières, de nouveaux métiers. Et vraiment, le champ est ouvert. Alors que d'autres industries, comme l'aéronautique, je pense que pour quelques années, le champ est un peu fermé.
Alors, exactement. Donc qu'ils viennent plutôt, ceux qui ont fait l'École nationale supérieure d'aéronautique, qui viennent bosser dans le bâtiment. Et je vais vous donner une anecdote, parce que je pense qu'elle est importante pour les jeunes qui nous écoutent. Quand Nokia a fait faillite, la Finlande s'est retrouvée avec des milliers d'ingénieurs de très haut niveau dont ils ne savaient que faire. Ils ont été payés au chômage pour monter des boîtes. Aujourd'hui, je connais une bonne douzaine de structures qui sont dédiées au bâtiment, à la gestion technique du bâtiment, à la numérisation du bâtiment, qui sont des sociétés d'origine finlandaise, qui sont issues de cette période pourtant noire. Donc moi, j'ai envie de... Voilà l'espoir que je donne aux jeunes. Foncez sur ce secteur-là, parce que vous n'aurez pas aujourd'hui de concurrence, et tout est à construire pour construire les outils de développement tels dont on parle aujourd'hui. Et maintenant, on fait les deux. Maintenant, on fait du métier et du développement durable. Et en fait, on a beaucoup de jeunes qui nous disent « Je vais faire que du développement durable, parce que sauver la planète, c'est super important. » Et on dit « Il y a un métier, et puis tu vas faire les deux, et ça va être encore plus passionnant, parce que du coup, tu pourras résoudre tes contraintes, tu as des nouveaux défis, etc. etc. » Et nous, on a eu le métier, peut-être, et on a appris le développement durable par passion, et eux peuvent démarrer tout de suite avec les deux pans de l'affaire, et puis produire la ville qui nous entoure, ce qui est quand même une aventure tout à fait passionnante. Et moi, actuellement, j'ai une équipe jeune, dynamique, super compétente sur le sujet du réemploi, dont Christine parlait, parce qu'on est en train d'essayer d'apprendre. Enfin, la ville s'est toujours construite avec des morceaux de ville. On a des morceaux de Colisée romain dans des églises, des morceaux d'églises dans des ponts, des morceaux. Enfin voilà. Et on a toujours fait ça. Et actuellement, dans une technosphère un peu industrialisée, c'est un peu dur de faire du réemploi. Et en fait, un concepteur aujourd'hui, il est dans une seringue opérationnelle très importante. Je dois concevoir, livrer le bâtiment. C'est très facile de ne faire que les catalogues du neuf et prendre les catalogues sur étagère, me faire un super plaisir, et puis je délivre une œuvre comme avant, magnifique. Et un ouvrage magnifique. Mais en fait, on se rend compte que depuis le Grenelle, on fait beaucoup de curage, et on se rend compte qu'on faisait des diagnostics de déchets, et ensuite c'était devenu un diagnostic ressources. Et donc on se rend compte que chaque fois qu'un opérateur immobilier fait des grosses opérations, il découvre beaucoup de matériel qui est encore viable. Actuellement, on ne sait pas le prescrire de manière simple dans des nouvelles opérations. Est-ce qu'il est aux normes, pas aux normes, question de l'assurance, etc., etc. Donc nous, on a lancé une opération collective, justement, qui a été initiée par Groupama Immobilier, qui, justement, vise avec 35 mètres d'ouvrage, dans lequel on tente de résoudre le sujet de créer de la place opérationnellement dans ces équipes qui n'ont pas le temps et qui vont se référer au catalogue du neuf si on les dérisque pas, enfin si on leur crée pas des outils pour appréhender le matériau de réemploi. Et tout ça, on a une équipe qui s'éclate à commencer à créer une énorme demande de matériaux de réemploi. Il y a des startups qui, depuis des années, sont en train justement de révéler cette offre sur le marché. Donc il y a quoi? Il y a du numérique, il y a du développement durable, il y a du réemploi, il y a de l'abattement de carbone et la réconciliation entre l'offre et la demande. Nous, on fait le côté de la demande. Et l'offre, il y a pas mal de gens qui s'en sont occupés depuis 5 ans. Donc c'est passionnant. On est en train de voir la naissance d'un marché et d'assister à cette reconnexion avec la ressource existante. Le mot de la fin. Une petite chose pour les jeunes qui nous écoutent. Il y a un incubateur au pavillon de l'Arsenal qui s'appelle FAIR et qui vous permet vraiment de développer ce type de projet ou de réfléchir à des projets liés à la ville, au bâtiment, aux matériaux et qui sont accompagnés ensuite par des décideurs, des promoteurs, la Caisse des dépôts, etc. et qui vous permettent de sortir vos propres idées. Et là, à mon sens, c'est comme ça que quand on regarde ce qu'il y a là-bas, c'est un vrai observatoire de la ville de demain et des idées qu'il pourrait y avoir. Donc moi, je conseillerais aux jeunes de se lancer dans ce type de choses pour vraiment développer des choses par rapport à leur vécu et à ce qu'ils imaginent avec les outils qu'ils ont pour le développement durable et les métiers de demain. Il y a de la place donc pour les jeunes. Merci à vous trois d'être venus nous voir sur le plateau de Bâtir en Ile-de-France. Restez avec nous sur la chaîne dans quelques minutes, ou plutôt demain. On viendra demain ensemble avec plusieurs interviews pour continuer à parler de la construction et du territoire de l'Ile-de-France. Merci à vous et à demain.